Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Nous allons raconter avec vous l'un des plus grands acteurs français. Il aurait eu 100 ans cette année, mais son image comme ses films n'ont pas vieilli. Ce lutteur d'origine a mené bien des combats que nous allons évoquer. Je veux parler de Lino Ventura. Bonjour Laurent Ventura. Vous êtes donc l'un des enfants de Lino Ventura, et donc vous avez écrit un livre avec Luciano Melis qui s'appelle Lino Ventura, pas un meilleur titre, aux éditions La Martinière. Plein de photos, plein de souvenirs que nous allons évoquer, parce que c'est quand même, il reste un acteur hors du commun. Et avant de l'évoquer, écoutez, on va écouter sa voix. Il y avait un temps où je tournais à Paris en été avec Jean Gabin. Et tous les soirs, on dînait ici parce qu'il n'y avait pas grand monde. Voilà, ça, la nourriture, c'était importante pour lui. Une voix qu'on reconnaît entre mille, ça c'était vraiment important pour lui, manger. C'était une grande partie de sa vie. C'était plein de choses, ça voulait dire plein de choses. C'était la convivialité, c'était les amis, c'était cette façon de vivre qui lui plaisait, qui était sa joie, son intimité. Et en fait, c'était son vrai bonheur, c'était celui-là. C'était les copains. Et après une vie pas toujours facile, on l'évoque à travers des dates clés. Et le 7 juin 1927, c'est la première date clé que j'ai trouvée. Oui, c'est son arrivée en France. Exactement. Il fuit l'Italie avec sa mère pour des raisons politiques au départ. Ah non, pas du tout. C'est pas. Enfin, si, c'est politique si on le veut, mais c'était surtout parce qu'il y avait la famine en Italie. Il ne faut pas l'oublier. Il y avait l'avènement du fascisme de Mussolini et 5 ans après la marche sur Rome. Et à ce moment-là, l'Italie allait très mal. Et l'Italie avait faim. Et il est venu comme énormément d'immigrés italiens en France pour s'installer, pour essayer de trouver une solution, une porte de sortie. Et ce qui est amusant à ce propos, il y a une anecdote que peu de gens savent. Il faut lire le bouquin de Cavana qui s'appelle Les Rital. Cette définition de Rital, c'était la désignation par l'administration française du terme réfugié italien. D'où Rital. Voilà. Exactement. Donc, c'est très drôle, mais malheureusement, ça a été une période effectivement très, très difficile pour les Italiens. Oui, et pour lui, ça a été une période d'autant plus difficile qu'il y a sa mère, mais il n'y a pas de père. Il est parti très vite. Absolument. Il n'a jamais connu son père. C'est fou, ça. Jamais, jamais. Alors, donc, il est né à Parme. Parme, bien sûr, on connaît le jambon, mais surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une ville profondément culturelle. Arturo Toscanini, Giuseppe Verdi sont nés dans la province de Parme. Tout à fait. Verdi, surtout, qui est né dans le même village que lui, à Busseto. Voilà. Et à Busseto, ce village, il y a un centre historique. Et lui, Lino Ventura, très jeune, il se manifeste en devenant le chef de bande, Laurent Ventura. Oui, chef de bande, c'est peut-être un bien grand mot, mais disons qu'il avait une certaine autorité sur ses copains à l'époque, dans les quartiers. Et c'était une bande de joyeux drilles. Oui, mais qui était prêt à toutes les bêtises pour le plaisir. Faut le dire aussi. Et le centre historique de la ville, il y avait à l'époque tellement de Français que Parme a le plus grand nombre d'abonnés en Italie à l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Ah, ça, c'est amusant. C'est fou, il y a beaucoup de Français là-bas. Donc, il vient en France, Lino Ventura, Laurent Ventura, et il apprend le français dans la rue, pas à l'école. Alors, il a été une journée à l'école dans toute sa vie. Même. Oui, quand même. Mais c'était un parfait autodidacte, c'est-à-dire qu'il a appris à lire, à écrire, seul, avec quelques complicités évidemment, mais il a fait ça tout seul et vous pouviez parler avec lui de culture, d'art, de littérature, de peinture. C'était l'autodidacte parfait, mais il avait une soif de connaissances et toute sa jeunesse, il avait envie d'apprendre. Et il s'est terriblement battu pour ça. Et il le disait, c'est que la volonté du sport et la force que lui a donné le sport lui a permis d'affronter ce déséquilibre de la vie qu'il a eu au départ, qui était ce manque de scolarité. Oui, et manque de scolarité avec des copains qui n'aiment pas vraiment. Il est italien, on l'appelle le macaroni. C'est pour ça qu'il est resté une journée à l'école. Quand on l'appelait le petit macaroni, ça s'est terminé à coups d'encrier dans la figure, dont celui du professeur. Donc ça s'est vite terminé. En revanche, un jour, il est arrivé avec la croix d'honneur à la maison. Oui, le premier jour, il est arrivé avec la croix d'honneur en disant à sa mère très fièrement « T'as vu maman, j'ai la croix d'honneur ». 2 heures après, la mère du garçon à qui il avait fauché la croix est arrivée avec le gamin en pleurs. Évidemment, il a pris une des plus belles volées de sa vie. Ça peut arriver. Et les bagarres, il y en avait aussi dans un lieu qu'ont bien connu Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Philippe Bouvard à leur début, puisqu'ils étaient enfants, et ils se baladaient dans les bandes du Square Montholon à Paris. Qu'est-ce que c'était ça? Le Square Montholon, c'était sa tanière, son refuge, c'est là où il avait tous ses copains. Et on se retrouvait là-bas, on faisait la fête, on faisait les mauvais garçons, mais pas vraiment des mauvais garçons. Pas vraiment des mauvais garçons, non, c'était l'endroit où il se réunissait avec ses copains, et il avait
C'est vrai que c'était toute une partie, c'était toute une bande, comme il y avait à l'époque, mais c'était pas des voyous, attention, ils sont jamais conduits comme des voyous. Non, mais on a dit à l'époque que les blousons noirs étaient dangereux, alors qu'ils n'étaient pas du tout. Ah, pas du tout, pas du tout. Ça, c'était même des gens gentils par rapport à beaucoup d'aujourd'hui. La seule matière où Lino Ventura excelle, Laurent Ventura, c'est le sport, depuis toujours. Alors, il a commencé très jeune, puisqu'il a commencé... il a été passionné très vite par la lutte gréco-romaine, et ça lui a... c'est un sport qui l'avait séduit, donc dans lequel il a persévéré. Bon, après, la lutte gréco-romaine étant un petit peu discrète, un petit peu confidentielle par rapport à d'autres sports, il est arrivé au catch. Il a été champion d'Europe de catch en poids moyen. Et bon, après, il y a eu cet accident en 1950. Dont on va parler. Mais au point de départ, c'est un homme qui s'appelle Henri Kogan. Alors, Henri Kogan, il l'a rencontré au moment où il faisait du catch. Et c'était. Alors, il faut savoir qu'Henri Kogan était un sportif, mais que pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été engagé dans la 2e DB du général Leclerc avec Jean Gabin. Avec Jean Gabin, c'est étonnant. Oui, tout à fait. Et il y a une amitié qui est née entre les deux, racontez-moi. Alors, ils étaient très proches. Henri Kogan faisait partie de ses intimes. Il a toujours adoré Henri Kogan, bien qu'il lui ait cassé la jambe, mais il était au cours d'un combat qui lui a fait arrêter le catch d'ailleurs. Mais il était très proche d'Henri Kogan, qui après l'a suivi même dans sa carrière cinématographique, puisque non seulement Henri Kogan était comédien, mais en plus, par capillarité, il servait aussi de ce qu'on appelle doublure lumière pour certains réglages, donc parce qu'il avait un peu la même carrure que le père Ventura. Voilà. Et la carrière de catch de Lino Ventura se présentait bien. On l'appelait la fusée italienne à ses débuts. Exact. C'est-à-dire, c'était vraiment c'était le surnom que le public lui avait donné, comme on a à l'époque. Après, vous avez eu l'Ange Blanc, vous avez eu le bureau de Béthune. Voilà, c'était la fusée italienne. J'aime bien le terme fusée, c'était pas franchement ce qui lui convenait le mieux au niveau de l'épaisseur, j'ai envie de dire. À l'époque, il y avait le catch à la télévision commenté par Claude Darget et puis Roger Coudert. Et il y avait 2 autres champions, Bollé et Delaporte. Oui. Et ce qu'on a oublié, c'est que ce duo Bollé et Delaporte a enregistré une chanson. Aïe, 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 c'est étonnant, ça. Hein, ça s'appelle On n'est pas des méchants. Et ça a été un 45 tours confidentiel. Ça, c'est fabuleux. Parce que Bollé c'était un duo qui faisait le catch comique sur scène en se battant. André Bollé est devenu comédien ensuite. Il a été dans Le Retour du Grand Blond. Et Roger Delaporte, que j'ai bien connu, a dirigé l'Élysée-Montmartre où il catchait. Et il y a eu Benchimoul, il y a eu tous ces grands noms. Il y a eu Gilbert Leduc, qui était mon parrain d'ailleurs. Et il y a eu des grands catcheurs qui étaient à l'époque. C'était pas le catch spectacle comme on voit aujourd'hui aux États-Unis. C'était vraiment un catch. C'était effectivement de la haute volée, de la haute gymnastique. C'était très spectaculaire. Il fallait avoir une condition physique tout à fait remarquable pour pratiquer ce sport, ça c'est certain. Et vous avez vu des combats de Lino Ventura, votre père? Jamais. Pourquoi? Non, moi j'étais trop jeune. Il a arrêté en 50, je suis né en 50. Donc oui, ça va pas le faire. Alors, il y a cet accident dont vous avez parlé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je crois que Henri Kogan, son ami, lui a cassé la jambe. Alors, au cours d'un combat, une mauvaise prise, une mauvaise chute, fracture de la jambe, et malheureusement très mauvaise fracture, puisque c'était une fracture torsadée, ce qui lui a pas permis de remonter sur le ring. Pourtant, c'était un travail considérable de préparer la lutte. Il fallait une condition physique exceptionnelle. Il faisait du sport tous les jours, Lino Ventura. Bien sûr, mais vous n'êtes jamais à l'abri d'une mauvaise chute ou d'une mauvaise prise. Donc, malheureusement, il a eu ce problème et ça a mis un terme à sa carrière de catcheur. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que Lino Ventura a exercé différents petits métiers avant de faire du catch. Il a été portier, livreur, mécanicien, représentant de commerce, employé de bureau, même groom à l'hôtel Lafayette. Il a tout fait. Il a commencé, quand il est arrivé en France, il était livreur de jambon au Halles pour un charcutier. Donc, je crois que ça ne s'est pas très bien terminé parce que, comme il avait un petit peu tendance à avoir de l'appétit déjà à l'époque, les livraisons n'étaient pas complètes, dirons-nous. Voilà. Donc, il y avait des jambons qui tombaient du camion. Voilà. Et non, pas des jambons, des tranches. Mais il a travaillé très jeune. Il a toujours travaillé. Il a fait effectivement tous les métiers. Oui, parce qu'il fallait en plus nourrir la famille. Sa mère, je crois, était femme de chambre dans des hôtels de plus en plus importants, Laurent Ventura. Tout à fait. Des hôtels de plus en plus importants. Non, je dirais que des hôtels un petit peu moyens, parce qu'on ne lui donnait pas l'occasion d'avoir une activité autre ailleurs. Et surtout, il avait une passion pour sa mère et une adoration pour sa mère, qui était le seul personnage, à mon avis, qui l'impressionnait. Qui était un petit bout de bonne femme d'1,60 m, toujours les cheveux tirés en chignon, habillée en noir, enfin l'italienne parfaite.
Voilà. Eh bien, il y a eu d'autres choses qui sont passées, d'autres personnes qu'il a admirées. On en reparle de Lino Ventura dans quelques instants, à travers une autre date, le 17 mars 1954. A tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Ventura pour parler de Lino Ventura. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Lino Ventura que nous évoquons à travers un livre que publie son fils, Laurent Ventura. Et ce livre, on apprend plein de choses sur sa vie, sur sa carrière. Et il y a une date importante, c'est le 17 mars 1954. Vous voyez de quoi je veux parler? À la sortie d'un film de Jacques Becker. Qui a touché Paul Gosby. Voilà, c'est le jour de la sortie. Et ce film a changé la vie de Lino Ventura parce qu'il a débuté dans ce film contre son gré au départ. Alors, tout à fait. Alors, ce film a une double histoire. En fait, il a l'histoire de Lino Ventura, puisque c'est ses débuts. Il voulait absolument pas faire carrière dans le cinéma. En fait, déjà, il avait demandé à ce qu'on le laisse tranquille. Il voulait pas faire de cinéma. Il avait présenté des catcheurs, puisqu'il était à l'époque manager. Et Becker cherchait pour le rôle d'un tueur un peu baraqué, etc., un catcheur. Donc le père Ventura est arrivé avec son équipe en disant voilà, choisissez. Becker lui a dit non, c'est vous que je veux. Il a dit j'ai aucune envie de faire du cinéma. Il est parti. Donc après de moult tractations, etc., il a eu finalement il a démarré sa carrière comme ça. Mais ce qui est intéressant, et Mathias Moncorgé pourra vous le confirmer, qui est le fils de Jean Gabin, c'est que Jean Gabin qui sortait de la guerre, plus personne en voulait. Et le rôle que Jean Gabin a dans le film était destiné au départ à Daniel Gélin. Et le problème, c'est que... Je crois que c'est Daniel Gélin, oui, je ne veux pas dire de bêtises. Et à ce moment-là, on a dit, ah non, Daniel Gélin a dit non, prenez Gabin, ça lui ira bien. Et on lui a dit, vous savez, Gabin, plus personne n'en veut, c'est fini. Et c'est là, ce qui est formidable, c'est que Gabin redémarrait une carrière et que la carrière de Lino Ventura s'est lancée. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, Lino Ventura a fait des essais pour ce film, et quand Gabin l'a vu, il a été fasciné, je crois, Laurent Ventura. Tout de suite, il a été séduit tout de suite. Alors, il faut savoir que Touche pas au Grisby a été présenté à Cannes et les producteurs pensaient à l'époque que le film ne marcherait pas du tout en France, ce qui était totalement raté puisqu'il a fait plusieurs millions d'entrées. Tout à fait. Mais il y avait un producteur qui était extraordinaire, qui était Jacques Dorfman, pas Jacques Dorfman. Si, Robert Dorfman. Si, Robert Dorfman, excusez-moi, Jacques, c'est son fils, Robert Dorfman, qui était un homme remarquable, qui était un grand producteur. Et je pense que lui, il savait qu'il avait misé sur les bons acteurs, quelque part. Le cinéma, Lino Ventura ne voulait pas jouer sur un plateau. En revanche, il adorait le cinéma. Enfant et adolescent, il allait plusieurs fois par semaine, notamment à l'Apollo, un cinéma parisien. Bah oui, parce qu'on payait 3 séances pour le prix d'une. Donc, il était passionné par ça, par les westerns, bien sûr, parce que c'était la grande époque du western, et puis par les grands films noirs américains, qui l'ont beaucoup marqué. Et il avait une idole, Lino Ventura, dont nous allons entendre la voix. Give my regards to Broadway. Remember me. James Cagney, qui l'imitait d'ailleurs Lino Ventura. En marchant dans la rue où il marchait avec les pouces à l'extérieur, comme faisait Cagney dans ses films. Oui. Cagney, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est le gangster le plus célèbre du cinéma américain, avec un débit de mitrailleuse quand il parlait. Extra. Et ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que, alors qu'il a joué les cow-boys et les gangsters, il a démarré dans le spectacle comme travesti. Ça, c'est drôle. C'est drôle. Puis après, il a vite changé. Donc, ce film sort. Et Lino Ventura, dont on ne connaît pas le nom, devient le Carré. C'est-à-dire qu'on l'appelle le Carré, parce qu'on ne sait pas très bien qui il est. Oui, à cause de sa stature. Voilà. Absolument, oui. Et en revanche, il fait du cinéma sans avoir pris de cours de comédie. Il va continuer. Absolument aucun. Comme pour l'école. Comme pour la vie. Et là aussi, il va petit à petit, Lino Ventura, apprendre son métier avec les seconds rôles jusqu'à la tête d'affiche, Laurent Ventura. Alors, il a été au départ, bien sûr, il était cantonné dans ses seconds rôles, et puis très vite, si vous voulez, je pense que le vrai détonateur, ça a été Le Gorille, oui, qui a été son film où il était vraiment en vedette, j'ai envie de dire, seul. Tout le reste du temps, il était accompagné, quand on regarde Razzia sur la Chenouf, etc., il a été accompagné par ce grand acteur qui était Gabin, qui était vraiment, pas son modèle, parce que ça veut rien dire, mais qui était... son espèce de rock, son espèce de tuteur, qui l'a beaucoup aidé au départ, bien sûr. Oui, et Le Gorille vous salue bien, c'est un film de Bernard Borderie, qui a effectivement consacré Lino Ventura comme vedette, écrit par Antoine de Dominique, qui était en fait Dominique Ponchardier, un agent des services secrets.
On dit qu'il aurait inventé le mot barbouze. C'est une légende. Oui, peut-être ça. Je pense que c'est une légende. Et ce qui est amusant, c'est de savoir que c'est Bernard Bordurec qui a fait La Marquise des Ganges et le Gorille. Donc ça, c'est rigolo. Oui. C'est assez rigolo. Et il faut savoir aussi que Dominique Ponchardier, il a été ambassadeur en Bolivie. En 67, il a négocié la libération et l'expulsion vers la France d'un jeune homme qui s'appelait Régis Debray. Ah bah, vous voyez, on en apprend tous les jours. Alors finalement, il aimait le gorille, il n'a peut-être pas lu la série noire. Les livres de chevet de Lino Ventura, c'était Les copains de Jules Romain et Trois hommes dans un bateau. Ça, c'est surtout des livres qu'il a lus quand il était jeune. Oui. Moi, les premiers livres qu'il m'a conseillés, ça a été ceux-là. Il avait été terriblement marqué par ces deux livres-là. Bon, après, il a été marqué par Giono, par tout ça, parce que c'était un gros lecteur. Il était insatiable au niveau de la lecture et des grands auteurs, et donc il a découvert plein d'auteurs. Très jeune, bien sûr, mais c'était les deux livres qui l'avaient marqué. Et pourquoi Trois hommes dans un bateau, Laurent Ventura ? Je pense que c'était l'humour anglais qui devait lui plaire quelque part, parce que c'est un livre qui est typiquement british, et il y a une espèce d'humour qui devait le séduire dans le livre, parce qu'il en parlait tout le temps. C'était un livre de Jérôme K. Jérôme qui a fait un tabac en Angleterre. Au départ, c'était une façon de raconter de façon joyeuse l'histoire de la Tamise. Ça a évolué à tel point qu'il y a eu tellement de droits d'auteur que l'éditeur a dit je donne tellement d'argent à Jérôme que je peine à imaginer que ce que les acheteurs font de ce livre. À mon avis, ils le mangent. Tellement. Ça a été un succès et c'est resté un classique. Et puis, il a beaucoup tourné aussi pour d'autres films. Et il y a un film qui a marqué les gens, c'est Ascenseur pour l'échafaud. Alors ça, Ascenseur pour l'échafaud, c'est un film noir qui est, moi, que je trouve splendide, ne serait-ce qu'au travers non seulement la prestation des acteurs de Moreau, etc., mais de René, mais il y a surtout ce monument qui est Miles Davis au niveau de la musique, qui a interprété vraiment en direct, sans répéter, la musique du film, qui est une des plus belles musiques de jazz qui existent aujourd'hui. Et puis, il y avait Jeanne Moreau qui faisait son premier rôle dramatique, parce qu'avant, elle avait fait des comédies. Et moi, j'ai une anecdote dont je suis le témoin. Au Festival de Cannes, Francis Bouygues vient d'acheter TF1. Il y a un dîner et on le met à côté de Jeanne Moreau. Naturellement, Francis Bouygues connaît beaucoup de choses, mais pas le cinéma. Il fait « Jeanne Moreau, est-ce que c'est pas elle qui a tourné dans une histoire d'ascenseur ?» C'est drôle. C'est magnifique. C'est drôle. Alors, tous ces films-là, il les choisissait par instinct, Lino Ventura, je crois, Laurent Ventura. Alors, il lisait tout ce qu'on lui proposait. Tous les scénarios qui arrivaient à la maison, il les lisait. Maintenant, après, celui qui tentait, qui le séduisait, il arrivait à commencer à travailler sur lui-même par rapport à un scénario, et après, il convoquait ou réalisateur, ou auteur, etc., ou scénariste, et il commençait à parler là vraiment d'une façon technique, cinéma avec eux. Et ça se passait très souvent dans le bureau qu'il avait en bas à Saint-Cloud, et on appelait ça la salle de torture. Pourquoi ? Parce que quand on rentrait dans ce bureau, on ne savait pas quand on allait en sortir et dans quel état on allait en sortir. Parce que la moindre chose était sujet à question. Pour lui, il fallait que ce soit logique. Donc, s'il ouvrait la porte dans ce sens-là, il fallait que ce soit logique. Vous voyez, il ne fallait pas qu'il ouvre la porte dans l'autre sens. Donc, c'était des discussions à n'en plus finir, mais qui avaient toujours raison d'être pour le bien-être et la compréhension du film. Non, et puis il y avait cet instinct, il lisait des scénarios, mais il savait exactement où il voulait aller. Tout à fait. Il y a une anecdote, d'ailleurs, je crois que c'est Georges Lautner qui, pendant un tournage, n'en peut plus parce qu'il a prévu 4 pas et Lino Ventura veut en faire 3. Racontez-moi. Alors ça, oui, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà, c'est une anecdote qui court, ça, effectivement. Bon, j'y crois pas trop. Mais effectivement, il était très méticuleux, il était très précis dans ce qu'il voulait faire. Il y avait bien sûr de l'improvisation quand ça le permettait, mais il était toujours très attentif à la précision. Et ça a agacé plus d'un réalisateur, dont Melville. Mais il fallait en plus lui obéir parce que c'était pas du genre à accepter. Ah non, il était très obéissant quand on lui donnait des directives, mais il fallait que ce soit cohérent. Si c'était pas cohérent, il le disait. Voilà, et il le disait de toute sa voix et de tout son talent. On va continuer à évoquer Lino Ventura avec vous, Laurent Ventura, dans quelques instants à travers une autre date importante, le 27 novembre 1963. A tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Ventura pour parler de Lino Ventura. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Laurent Ventura, pour parler de ce livre, Lino Ventura, que vous signez avec Luciano Mellis aux éditions de La Martinière, un livre à l'occasion du centenaire de la naissance de Lino Ventura. On reprend le principe des dates, 27 novembre 1963. Et Tonton Flingueur. Exactement, écoutez ça.
Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser menu. Voilà, des formules. On peut voir ce film 150 fois, on rit de la même façon. Alors, il y a une anecdote par rapport à ce film, c'est que j'ai mon ami Éric Berdoati, qui est maire de Saint-Cloud, qui très gentiment, avec le concours du cinéma Les Trois Pierrots à Saint-Cloud, a projeté un jour Les Tontons Flingueurs à des collégiens entre 15 et 16 ans. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'ils sont capables de vous réciter le film et les dialogues du film, mais ils ne savent pas qui les dit. Parce que Lino Ventura, ils ne connaissent pas. Là, on a entendu une réflexion tout à fait remarquable d'une gamine qui devait avoir entre 15 et 16 ans, qui dit « Le tonton, je ne sais pas qui c'est, mais je le kiffe. » Donc, ça veut tout dire. Voilà. Et moi, j'ai vécu cette scène dans un cinéma parisien, le Max Linder, quand Les Tontons Flingueurs est sorti en DVD, et il y avait une salle hilare de jeunes qui hurlaient de rire et qui précédaient les répliques. C'était étonnant. C'est incroyable. Ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Moi, j'ai vu le film en 63. Bon, ça a été un succès public, mais la critique... Ça a d'abord été une catastrophe. Oh, ah bon ? Ah oui, au départ, ça n'a pas marché. C'est après que c'est parti petit à petit. Et puis, ça fait une carrière après monumentale. Mais au départ, ce type de cinéma à Audiard, là, toute la bande à Audiard était détestée des critiques. Bien sûr. Les Chapiers et tout ça, ils crachaient dessus en permanence en disant c'est pas du... Il y avait le cinéma d'art et d'essai, bon, bien sûr, qui existait. Il y avait la nouvelle vague qui sortait. Et ce cinéma-là était considéré comme ordurier, populaire. Et populace et inintéressant. Oui, mais le seul problème, c'est celui-là dont on se souvient aujourd'hui. Oui. C'est bête. Et moi, je me souviens très bien du malheur d'Audiard, de la tristesse d'Audiard. Chaque fois qu'il y avait un film qui sortait, il me fait gamin, encore une fois, je vais me faire démolir. Mais un jour, on parlera de moi, ma postérité sera forte. C'est sûr, bien sûr. Il a deviné. Bien sûr. Mais comment expliquer ça en dehors des cinéastes ? Parce que c'est un vrai talent. C'est un talent d'écriture exceptionnel. Exceptionnel. Mais alors, ce film est né, finalement, c'est l'adaptation d'un autre roman, il y avait une trilogie. Oui. Ce film est né et Lino Ventura l'a accepté tout de suite, Laurent Ventura ? Bah non, il en a parlé, je crois que c'est avec Albert Simonin, parce qu'il faisait partie de l'équipe de Fous Furieux qui, à l'époque, travaillaient ensemble. Vous savez, on montait un film à l'époque, c'était des copains en disant « Et si on faisait ça ?» Ça se passait autour d'une table. Aujourd'hui, vous avez des financiers, les télés, les machins, les ceci, les cela. Non, là, à l'époque, c'était si on faisait ça. Ça sortait au bout d'un repas. Moi, les Tontons Flingueurs, c'est né dans la cuisine à Saint-Cloud. Ils étaient en train de dîner en disant, tu sais, t'as pas lu ça, tiens, ça serait marrant si on faisait ça. C'était une bande de copains qui faisaient du cinéma, qui s'amusaient. Oui, et ce qui était très important pour eux, et notamment pour Gabin, c'était la cantine pendant le tournage. Il n'y a pas que pour lui. Il fallait choisir celle qui ferait la nourriture. Ah, ça, c'était très important. C'était essentiel. Très important. Alors, ce film, Les Tontons Flingueurs, a été tourné, au départ, on dit qu'il y a une villa un peu lointaine, il a été tourné dans une villa à Rueil-Malmaison. Au Vésinet. Au Vésinet. Chez Gaumont. Ah, chez Gaumont, je ne sais pas. C'est une villa qui appartenait à Gaumont. Et c'était une toute petite cuisine, pour la scène, la fameuse scène de la pomme. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais bon, ça s'est fait là-dedans, et puis vous voyez, ça marche, ça fonctionne. Oui, et la scène naturellement, vous n'étiez pas sur les tournages, Laurent Ventura. Interdit. Pourquoi ? Toujours interdit. On n'a jamais assisté à un tournage. Alors, ce tournage de cette scène culte dans la cuisine avec Francis Blanche, Bernard Blier, Jean Lefebvre et quelques autres, on voit beaucoup d'alcool volé. En fait, interdit d'alcool pendant le tournage, on pouvait en boire avant. Bien sûr. En revanche, ce qui se passait après, c'était pas la même chose. Mais pendant le tournage, non, parce que c'était tous des bons vivants. Comme j'ai dit l'autre jour, ils sont tous morts avec un cholestérol flamboyant. Je veux dire, ils ont fait des excès toute leur vie. Bien qu'ils faisaient aussi énormément de sport, ce qui les a sauvés en partie, j'ai envie de dire. Mais c'était quand même des grands amoureux, des grands épicuriens à tous les niveaux. Donc, Lino Ventura a continué à faire du sport après avoir débuté le cinéma jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tous les jours, ça se passait? Non, pas tous les jours. C'était le week-end avec ses copains. C'était tennis, avec des gens qu'il aimait beaucoup, comme avec Pierre Barthès, qui était un de ses amis. Il jouait au football avec des copains. Enfin, ça tenait plus de la bagarre de rue que du match de foot, mais il a toujours fait du sport. Alors, ce film, Les Tontons Flingueurs, encore une fois, qui est culte, ça a été aussi un problème parce qu'au départ, la production voulait Jean Gabin et pas Lino Ventura pour le rôle principal. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé? Gabin a refusé, je crois. Je crois que c'est Gabin qui a refusé. J'en suis pas sûr, mais je crois que c'est Gabin qui a refusé. Et le problème de Lino, c'est qu'il a eu du mal à accepter parce qu'il pensait ne pas faire rire au cinéma. Alors ça, oui, de toute façon, ça a été un bileux toute sa vie. Donc, il se posait un tas de questions tout le temps. Que ce soit pour un rôle dramatique, un rôle comique ou autre, il avait toujours le doute. Il a toujours eu le doute et
Et il avait toujours ce stress, cette, je n'ai pas envie de dire angoisse parce que c'est trop fort, mais il avait ce côté bileux de la perfection. En disant, est-ce que. C'est ça qui l'a, à mon avis, c'est ce que je dis à un moment dans le livre, c'est à mon avis, c'est ce qui l'a emmené. Et alors, il y a d'autres films comiques dans lesquels il a tourné. Il y a eu notamment Les Barbouzes, oui. Culte après les Tonflingueurs. Oui, un peu moins. Ne nous fâchons pas, qui est né d'une façon très curieuse. Alors ça, pour moi, ça c'est un des plus drôles, parce que ne nous fâchons pas, effectivement, à l'époque, quand le projet d'un film était en cours, ils n'avaient pas le titre. Il y avait cette campagne de la prévention routière qui s'appelait « Ne nous fâchons pas ». C'est-à-dire, on recommandait aux automobilistes d'éviter de se foutre sur la gueule quand il y avait un peu de tôle froissée. Donc, il y avait eu toute cette campagne. Et un soir, ma mère et mon père sortent de la Galerie 55, qui était un cabaret bien connu, où officiait Jean-Yann, qui était un de ses amis. Qui débutait d'ailleurs dans ce cabaret. Avec Jacques Martin, oui. Avec Jacques Martin en duo. Et au niveau du quai des Grands Augustins et de la rue Dauphine, deux voitures nez contre nez avec de la tôle froissée et deux types dehors qui se tapaient dessus. Et ma mère dit à mon père, écoute, sois gentil, va les séparer. Mon père, du coup, tu te démerdes, j'en ai rien à faire et tout, je continue. Et il avait une Austin à l'époque. Et finalement, bon, il y va. Et mon père fumait la pipe à l'époque. Et il sort de la voiture, il attrape un type, il attrape l'autre, il les écarte. Et pour éviter les coups, il avait toujours la pipe dans la bouche, il tournait la tête de droite et de gauche pour éviter les coups qui partaient. Et à un moment, il y a une droite qui part et la pipe fout le camp dans la nuit. Donc il lâche l'autre, il attrape le type en disant « Maintenant, tu vas me retrouver ma pipe parce que là, ça va pas aller. » Les types étaient un peu visiblement et beaucoup éméchés. Ma mère arrive sur ses entrefaites en disant « Messieurs, c'est ridicule pour un peu de tôle froissée d'en arriver là. Vous croyez pas que... » Et le type, très vulgairement, dit à ma mère « Ah, il a perdu sa pipe. Vous êtes sûr qu'il n'a pas perdu ses... » Ouais. J'irai pas plus loin. Alors là, ça a été un déchaînement, c'est-à-dire qu'il a eu des mots très durs en lui disant « Maintenant, tu vas la retrouver ma pipe à coups de pompe dans le cul, tu vas faire le tour du pâté de maison, et si ça va pas, je te repaye un deuxième tour de manège. » Et entre-temps, les gens s'étaient amassés sur le trottoir, avaient reconnu Lino Ventura, et reprenaient le slogan de la sécurité routière, qui disait « Ne nous fâchons pas, Lino, ne nous fâchons pas ». C'est pour ça que le début du film a été transformé par Audiard avec ce type qui a la tête bandée, qu'il a attiré dans sa voiture en oubliant qu'il n'avait plus une décapotable, qu'il avait une voiture normale. Et donc, comment ça s'est terminé? Ensuite, les deux types se sont excusés, n'avaient pas reconnu. Ah non, je ne sais plus comment c'est terminé, mais enfin, il a retrouvé sa pipe et... Puis ça, c'était sûrement très bien. Oui, ça se termine toujours bien. C'était joyeux et effectivement, je pense que le public a cru à un vrai tournage. Alors, après ces deux films, Lino Ventura a décidé, Laurent Ventura, de ne plus faire de comédie, mais de faire des films plus dramatiques. C'était une volonté de sa part. Volonté, je ne sais pas, oui. Il en avait certainement, il exprimait le besoin de faire des films dramatiques. Mais je pense qu'il aurait eu un très bon film comique, il l'aurait fait aussi. Mais il était dans une autre période de sa vie. Il avait, peut-être c'est une évolution logique, si vous voulez, de sa carrière, qui l'a amené justement à dire maintenant je voudrais faire autre chose. Et là, le premier, je crois, important, ça a été Classe tout risque. Ah, ça, c'est un merveilleux film, un magnifique film où il a rencontré Jean-Paul Belmondo, bien sûr, pour la première fois. Et Belmondo était un jeune acteur, il sortait de Pierrot le Fou, il n'était pas loin du conservatoire et ça a été surtout le premier film de Claude Sautet. Oui, car Claude Sautet doit beaucoup à Lino Ventura. C'est lui qui lui a présenté un jeune scénariste qui sortait de prison après avoir été condamné à mort et s'en être sorti, qui était José Giovanni. Tout à fait, oui. Comment ça s'est fait, ça? Alors ça, je ne pourrais pas vous le dire, je ne pourrais pas vous raconter comment ça s'est fait, mais c'est toujours pareil. C'est qu'à l'époque, le cinéma se montait d'une façon entre amis, entre gens du métier, en connivence, en confidentialité, en complicité. Vous voyez, c'était pas des dossiers établis, c'était des opportunités, c'était des moments de la vie qui faisaient que vous rencontriez des gens avec qui vous alliez ou bien vous entendre ou bien vous détester. Et puis, tourner des films dramatiques n'empêchait pas Lino Ventura de rire sur les plateaux. Et il y a un film pendant lequel il a beaucoup ri, et ce film est dramatique, c'est Un taxi pour Tobruk. Ça, c'est un film superbe. Avec Charles Aznavour, notamment. Magnifique film, magnifique film.
Et alors sur le plateau, dans le désert, où il fallait ne pas se laver, ne pas s'habiller, c'était un festival d'histoires drôles et de jeux de mots, je crois. Oui, ils ont tout était prétexte. Ils jouaient même à la pétanque dans le sable. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est quelque chose. Donc non, ça a été un film de copains, vraiment. Oui, et Aznavour adorait les jeux de mots débiles. Je sais, j'ai vécu des déjeuners où il n'arrêtait pas, à la grande surprise. Et je crois que Lino Ventura avait cette forme d'humour aussi, Laurent Ventura. Alors, il n'avait pas cette forme d'humour, il l'appréciait parce que ça le faisait rire. Plus c'était idiot, plus il aimait ça. Et il y a un film dans lequel il a beaucoup ri aussi, grâce ou à cause d'Aznavour, Lino Ventura, c'est La Métamorphose des cloportes. Alors ça, c'est un joli film aussi. C'était sa deuxième rencontre avec Aznavour, c'était quelque chose... Puis il y a Brasseur, je veux dire, et puis Biro, surtout Biro, qui était un de ses grands amis. Maurice Biro, un peu oublié aujourd'hui, qui est dans les films un grand homme de d'Audiard. radio, européen, et qui a surtout été un excellent comédien. Et finalement, ce film, en fait, Charles Aznavour est déguisé en fakir, ce qui a surpris Ventura, qui ne s'attendait pas à ça. Il a éclaté de rire. Et puis il y a eu Alain Delon. Bien sûr. Il a été son partenaire à plusieurs reprises. Là aussi, Delon dit toujours que Ventura était un de ses maîtres. Oui, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais ça a été une grande complicité quand ils ont fait Le Clan des Siciliens, par exemple, tous les trois. Ça a été quand même un très grand moment avec Gabin. Et il avait eu aussi un très bon souvenir des aventuriers avec Delon. Oui, mais le Clan des Siciliens, je me souviens des affiches sur les Champs-Élysées où il y avait trois affiches, chacun avec un pistolet, Ventura, Gabin et Delon. Exact. C'était la grande affiche du film. Et puisque on a parlé de Belmondo, il y a quand même 100 000 $ au soleil, qui est un film étonnant. Magnifique, avec Blier. Voilà. Blier qui faisait partie de cette bande et qui était un homme exceptionnel, un comédien exceptionnel. Et mon père avait beaucoup d'admiration pour lui parce que il disait toujours que sans ce qu'on appelle des seconds rôles, j'aime pas l'expression parce que ce sont des gens aussi importants que les premiers rôles, sans eux, il n'existerait pas. Et il aimait énormément Bernard Blier. Et il a toujours eu énormément de plaisir à travailler avec lui. Et puis il y a un film qui vous doit beaucoup parce qu'il a accepté le rôle après que vous l'en ayez convaincu, c'est Les Misérables. Oui, ça pour moi c'est le plus beau qu'il ait fait. Et c'est d'abord c'est Hossein avec toute sa folie et avec tout son côté grandiose. Et ce film, pour moi c'est un pur chef-d'œuvre, c'est une pure merveille. Et je me souviendrai toujours quand il m'a dit un jour dans la voiture, tu crois que je dois faire Les Misérables? Je lui ai dit bien sûr qu'il faut que tu le fasses. Alors qu'à l'époque il y avait déjà 34 ou 35 versions des Misérables qui avaient été faites dans le monde, aux États-Unis, en France, etc. Il m'a dit, oui, mais tu te rends compte, derrière Harry Bord, derrière Gabin, mais je lui ai dit, alors, c'est un monument, il faut que tu le fasses. Et il n'a jamais regretté de l'avoir fait, et c'est un vrai film. C'est là où là, on voit qui il était vraiment, et je parle toujours de cette scène, quand il est chez le curé et qu'il mange, et il regarde ce curé en disant, vous savez, j'ai de l'argent, je peux payer. Et dans ses yeux, on voit qu'il a connu cette détresse, cette misère, il l'a connue. Là, il ment pas. Et je pense que dans ses yeux, ça se voit. Et c'est ça qui est formidable dans ce film. Il y a d'autres photos où ses yeux sont importants. On en parle dans quelques instants avec ce livre et une date, le 19 septembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Ventura pour parler de Lino Ventura. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, nous évoquons aujourd'hui Lino Ventura à travers ce livre, Lino Ventura, signé Luciano Mélis et Laurent Ventura aux éditions La Martinière. Donc, j'avais dit le 19, mais en fait, c'est le 26 septembre qui sort, tout augmente. Ce livre, pourquoi avoir enfin fait ce document plein de photos inédites sur votre père, Laurent Ventura? C'est pas une biographie, parce que des biographies, il y en a, c'est pas ça qu'on a voulu faire. C'est surtout un livre de témoignages, c'est un trait d'union, si vous voulez, entre le cinéma, son cinéma à lui et le cinéma d'aujourd'hui, avec des gens qui sont des stars aujourd'hui, comme Jean Dujardin ou Antoine Duléry, des gens que j'aime beaucoup. Et ça veut dire qu'il y a une jonction entre ce cinéma-là et le cinéma d'aujourd'hui. Donc c'est un livre de témoignages essentiellement, de gens qui l'ont connu, de gens qui l'ont pratiqué, de gens qui ne l'ont pas connu mais qui l'admirent, et de gens qui s'en inspirent. Donc c'est au travers de ça qu'on a voulu, et toutes les illustrations que vous avez dedans, ce n'est que le trait d'union, justement, de ces gens entre eux.
Je pense qu'il y avait quelque chose à faire au niveau de ces témoignages, que c'était important de le faire. Oui, témoignages que vous avez recueillis, mais il y a aussi des documents inédits, notamment l'ouverture, on vous voit en train de faire une prise de judo, de karaté à votre père, écroulé de rire. Votre mère est très sérieuse derrière. Oui, oui. Ça, c'est des photos de jeunesse, si vous voulez, avec lui. Bon, c'est des moments de complicité avec lui qui étaient quand on était gamin, parce que la famille comptait énormément pour lui. Oui, c'était l'essentiel. C'était l'essentiel. C'était son refuge, quelque part. Oui, parce qu'il avait eu tellement de difficultés à créer une famille. Il avait tellement ça lui a tellement manqué, si vous voulez, cette complicité avec un père, qu'il essayait de tout donner à ce niveau-là. Et il était très pudique, Lino Ventura. Très. C'est-à-dire, il faisait pas part de ses sentiments. C'est-à-dire que très souvent, quand on prenait son air bourru pour de la méchanceté, en fait, c'était de la timidité. C'était quelqu'un de très timide. Il se mettait cette carapace autour de lui. Il avait peur, si vous voulez, tout le temps qu'on vienne, faut bien dire le mot, l'emmerder. Oui, il ne voulait pas qu'on l'emmerde. Ouais, absolument. Et il était doux comme un agneau. Je n'irai pas jusque-là. Avec ses enfants. Oui, enfin, j'ai pris quelques volets, rassurez-vous. Oui. Non, c'est pas. J'irai pas jusque-là, mais il était très pudique dans le sens où il voulait se préserver. Et préserver encore une fois sa famille. Et préserver sa famille. Mais quand on voit Gabin qui, le soir, exigeait que ses enfants viennent lui dire bonsoir, ne monter jamais dans la chambre, lui, il était beaucoup plus papa poule que Gabin, Ventura. Oui, mais bon, il avait un petit peu la même attitude. Si vous voulez, il avait une sévérité quand même. Il y avait une sévérité terrible. Et puis, il y a des moments où on se demande comment il a fait pour tourner certaines scènes. Je pense à la gifle, où notamment il donne une gifle à Gianni, qui est une fausse gifle. On ne l'a pas su assez vite, Laurent Ventura. Alors là, il y a deux versions. On dit qu'il y a une vraie gifle et que le lendemain, il est arrivé avec un bouquet de fleurs, et on dit qu'il y a une fausse gifle. Moi, vu la gifle, je pense, et pour en avoir pris assez, moi, je pense qu'elle est vraie. Mais bon... je sais pas, il y a deux versions. Je pourrais pas m'assurer de l'une ou de l'autre. Mais on sait qu'il y a Gianni était terrorisé à l'idée non seulement de tourner avec Lino Ventura, mais à l'idée de recevoir une gifle. Ouais, mais ça s'est très très bien passé. Il aimait beaucoup Isabelle Adjani. Et c'était réciproque. Mais il était capable du pire. Un jour, il a soulevé un cadreur, je crois, Lino Ventura. Il n'y a pas que ça. Il en a fait. Vous savez, quand il se mettait en pétard, ça faisait de la poussière. Hein. C'était terrible, terrible. Et quand il se sentait insulté, il avait horreur de l'injustice, par exemple. Quand il se sentait frappé d'une injustice ou insulté ou autre, là, il pouvait devenir fou. Ce cadreur, un jour, au lieu de lui parler, Monsieur Ventura, il dit vous, écartez-vous. Je crois que c'est ça l'histoire. Et il l'a très mal pris, Lino Ventura. Ça, je sais pas. Je suis pas au courant de cette histoire, mais c'est possible. Il est allé vers le cadreur, il l'a pris par le cou. Ah oui, si c'est vrai. Je m'appelle Ventura, je m'appelle pas vous. Oui, si c'est vrai, c'est sûr. Mais il avait un énorme respect pour tout le monde. Par exemple, mon père n'a jamais appelé dans un café garçon. C'était toujours monsieur. Il avait toujours un respect pour les autres. Donc, il estimait avoir le respect des autres aussi pour lui. Il ne supportait pas le manque de respect. Et Lino Ventura ne supportait pas la notoriété, finalement, Laurent Ventura. C'était très dur à porter pour lui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est dur à porter. Et puis, il avait toujours, encore une fois, ce côté dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ce côté bileux. Il disait toujours, monter, c'est déjà pas facile, rester là-haut, c'est encore plus dur. Et donc, la notoriété lui faisait peur, quelque part, parce qu'il savait que du jour au lendemain, cette notoriété, elle pouvait disparaître. Elle pouvait mourir, il savait pas. Donc, il était toujours en questionnement. Oui, mais finalement, elle disparaissait pas. Il aurait dû être rassuré. Oui, elle disparaissait pas, mais il n'était pas à l'abri, comme beaucoup, de pouvoir aussi un jour, j'ai envie de dire, subir les foudres du public. Et ça peut arriver. Donc, il se posait toujours la question. Et un jour, on lui demande un autographe dans la rue. Et la scène est assez spectaculaire. Vous la connaissez, Laurent Ventura ? C'est quoi ? C'est un jour, il lui demande un autographe dans la rue. Et il dit, effectivement, il hésite et il donne un autographe. Et la personne lui dit « Merci, monsieur Zitrone ». Oui, ça c'est vrai. Oui. C'est vrai. Au même titre qu'un jour, on a dit à Gabin, il y avait un type qui tournait autour d'eux. Il était avec le père Ventura à la terrasse d'un café à Deauville. Et il y a un type qui tourne autour d'eux. Et puis il regardait Gabin comme ça. Et le père Gabin dit au père Ventura, écoute, tu vas voir, il va venir m'emmerder, ça c'est sûr. Et le mec arrive, effectivement, lui demande un orthographe. Et il dit, vous n'avez pas un frangin qui fait du cinéma, vous ? Donc, vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Donc, il y a des anecdotes comme ça qui font partie de la vie de tous les jours, de la vie d'acteur. Il y a une anecdote un jour à Saint-Germain-des-Prés, dans un café Le Flore. Thierry Le Luron est avec Jacques Chazot et Alice Sapritch. Et il y a un gamin qui tourne autour d'eux et qui s'avance vers eux.
Donc le Luron comme Chazot s'apprête à sortir leur stylo pour l'autographe et il va vers Alice Sapritch uniquement et dit j'ai écouté votre disque. Et Thierry Le Luron a fait ah c'est vous. Alice Sapritch l'a très très mal pris. Oui, oui. Alors il était aussi très modeste sur son talent et il y a je crois Kirk Douglas qu'il aimait beaucoup et ça l'a beaucoup gêné. Racontez-moi Laurent Ventura. Alors Kirk Douglas il l'avait rencontré à Saint-Paul-de-Vence. Oui. Et effectivement ça faisait partie quelque part Kirk Douglas de ses vedettes préférées quand il était plus jeune, parce que c'était les westerns, parce que ça a été beaucoup de films. Donc il était séduit. Et en même temps, devant ces gens-là, il était un peu petit garçon. C'est très drôle, alors qu'il était connu, il était lui-même en haut de l'affiche. Non, mais il regardait Kirk Douglas comme un admirateur, comme un fan, vous voyez, un petit peu timide. C'est très drôle. Il avait toujours cette pudeur devant tout ça. Et Kirk Douglas, lui, il avait vu, il avait dit, mais je connais les Ventura, c'est l'un des plus grands acteurs du monde. Ça, je ne sais pas s'il a dit ça, non, mais c'est peut-être, oui, peut-être, c'est possible, mais comme au même titre, quand il avait rencontré Mitchum, il avait été très impressionné quand il avait rencontré Robert Mitchum, parce que pour lui, Mitchum, c'était un monstre. Et ça s'est très bien passé au bout du compte. Et Kirk Douglas, qui a 102 ans aujourd'hui, et qui est à peu près en forme, dit « Je ne sais pas qui sont les stars actuelles, elles ne savent sans doute pas qui je suis ». Oui, ça c'est très possible. C'est très possible. Alors, ce qui était important avec Lino Ventura, et vous l'évoquez, et je pense que ça a marqué sa vie, c'était un homme de principe et de droiture, Laurent Ventura. Alors ça, c'est sûr. Il avait une ligne de conduite, j'ai envie de dire, c'était plus que de la droiture, c'était la sincérité, c'était l'honnêteté. Il n'était pas fourbe du tout, il aurait été incapable d'être fourbe. Et pour lui, il disait les choses, ça lui a, à mon avis, quelquefois, ça lui a porté préjudice aussi. C'est-à-dire qu'il disait les choses comme il les pensait. Et quand il n'aimait pas quelqu'un, il lui expliquait pourquoi il n'aimait pas. Il se privait de rien, si vous voulez. Il n'a jamais pris des chemins détournés pour dire à un type que c'était un con, par exemple. Donc, vous voyez, il avait cette rudesse dans ses propos par moment qui faisait qu'effectivement, c'était quelqu'un de très droit, et puis il supportait pas les gens qui ne raisonnaient pas comme lui et qui n'admettaient pas ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, il vous les a inculquées, la droiture, de quelle manière? En vous expliquant très jeune? En nous expliquant que la vie, c'était comme ça, c'était pas autrement. Et que de toute façon, même si ça faisait mal par moments, eh bien, un jour ou l'autre, c'était comme le jour se lève et que la nuit se couche, la vérité, un jour ou l'autre, elle éclate. Et c'était très important pour lui, c'est l'amitié, un mot-clé de la vie de Lino Ventura. Ça, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Sans amis, il aurait été très malheureux. Il avait une poignée d'amis avec qui il était très proche, et il était entouré de ses amis. Pour lui, c'était très important. Il n'aimait pas la solitude. C'était pas quelqu'un de solitaire du tout. Vous avez des souvenirs, Laurent Ventura, de dîner à la maison à Saint-Cloud où les amis viennent? Oh là là. Des dîners qui se prolongeaient, des déjeuners qui se prolongeaient, avec les parties de cartes, la pétanque, tout, le tennis. Non, pour lui, c'était très important. Et les pâtes, parce que il y a une légende sur les pâtes de Lino Ventura. Oui, racontez-moi, Laurent Ventura. Oh, il y a les pâtes. Alors ça, c'est la grande légende, les pâtes. Oui, bien sûr, on mangeait des pâtes, ça c'est sûr. Mais il n'y avait pas que ça, croyez-moi. Il avait un appétit d'ogre, et on ne peut pas dire qu'il était franchement porté sur le bio et sur le vegan. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, un quart de poulet, ça ne lui suffisait pas. Ça dépendait de la grosseur du poulet. Non, c'était pas... Et ces dîners à la maison, vous y assistiez ou vous étiez dans un petit coin? Oui, bien sûr. Oui. Et c'était joyeux, c'était... Toujours. Beaucoup de rire, beaucoup de boissons. Toujours. Il ne se forçait pas à faire des dîners en disant « mais il faudrait qu'on invite... » Ah non, il disait « non, j'invite pas. » Ah bon, pourquoi? Parce que ça m'emmerde. Donc il avait à sa table des gens qu'il aimait bien. Il se forçait absolument pas. Dans ce livre, il y a Patrick Poivre d'Arvor qui raconte une anecdote, c'est-à-dire qu'il a invité Lino Ventura et Odette, votre mère, à dîner. Ils se sont trompés de jour et ils sont arrivés. Exact. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, ils ont été au restaurant. Voilà. Donc, voilà, parce que ça lui était sorti de la tête. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'à lui que c'est arrivé, ce genre d'événement. Et l'amitié était tellement importante que lorsque Florence, la fille de Jean Gabin, s'est mariée, son premier mariage, eh ben Gabin n'a pas voulu y aller, et c'est Lino Ventura qui a accompagné. C'est vrai, c'est papa qui a amené Florence à l'hôtel. Comment ça se fait? Parce qu'il n'aimait pas le fiancé de Florence. Enfin, ça ne m'appartient pas de le raconter, oui. Mais il n'aimait pas le fiancé de Florence, et le père Ventura était voir Jean en lui disant « Écoute, Jean, c'est quand même ta fille, il a dit non, j'irai pas, c'est un con. » Donc voilà, et c'est papa qui a amené Florence à l'hôtel. Effectivement, ça n'a pas empêché Gabin et Ventura de rester amis. Et au contraire. Vous racontez aussi, Laurent Ventura,
un anniversaire dont vous êtes à l'origine, le dernier anniversaire de Lino Ventura sur le porte-avions Foch. Ah oui, je l'ai emmené pour son anniversaire. C'est fou ça. Je lui avais fait la surprise parce qu'à l'époque, je travaillais pour un organisme qui était proche de la Marine nationale. Et j'avais organisé pour son anniversaire, parce que c'était toujours très dur de lui faire des cadeaux, donc il fallait sortir un petit peu des conventions. Et je lui avais organisé un séjour, sur le Foch, qui était un des deux porte-avions de la France. Il y avait le Foch et Clemenceau. Et très gentiment, avec l'aide d'un de mes amis que j'aimais beaucoup, on a pu organiser ça. Et là, il était fasciné, parce que jusqu'au bout, il n'a pas su où je l'emmenais, jusqu'au moment où on était en bas de la coupée du Foch. Et ça le passionnait. Non, c'était un gamin, je veux dire. C'était là, il se trouvait dans d'abord un univers qu'il connaissait pas, qui était l'univers de la marine, du militaire. Et là, d'un seul coup, il s'est trouvé en face de gens et qui étaient vraiment, pour lui, des gens qu'il ne connaissait pas. Et il a passé un super moment, je pense, avec tous ces gens-là. En visitant les cuisines en particulier. Oui. Enfin, ça l'a subjugué. Qu'on arrive à préparer 3500 repas, il disait 2 fois par jour, ça le fascinait. Et ça, l'une de ses dernières sorties, peut-être la dernière, c'est lorsqu'il reçoit la Légion d'honneur des mains de Jacques Chirac. Alors, c'est pas lui qui a reçu la Légion d'honneur, c'est ma mère, parce que lui a refusé la Légion d'honneur. Il a dit, si vous voulez faire quelque chose, c'est à ma mère qu'il faut le faire, qui était fondatrice de Personnage et qui a donc reçu cette Légion d'honneur. Et malheureusement, 10 jours après, il est parti. Et aujourd'hui, vous assurez la relève avec l'association Lino Ventura. Vous aidez beaucoup de gens, Laurent Ventura. Alors oui, c'est une association qui vient en complément, si vous voulez, d'associations qui existent, qui sont sur le terrain, qui malheureusement n'ont pas beaucoup de moyens. Et moi, je reçois des fonds que je redistribue pour des équipements, pour des voyages, pour des notions de plaisir, pour certaines associations qui malheureusement ne peuvent pas toujours offrir tout malheureusement à leurs résidents ou à leurs pensionnaires. Donc on essaye d'apporter un petit peu de modernité, de joie dans toutes ces associations. Et vous avez offert de la joie aux fans de Lino Ventura avec ce livre, Lino Ventura aux éditions de La Martinière. Est-ce que vous pensiez que sa postérité serait telle que 100 ans après sa naissance? Ah, pas du tout. C'est incroyable. C'est incroyable quand je vois les gens, comment la générosité, la gentillesse, quand ils parlent de lui, c'est tout à fait fascinant. C'est fascinant. En tout cas, vous en parlez très bien et vous l'écrivez très bien dans ce livre plein de documents, Lino Ventura, que vous signez avec Luciano Mellis aux éditions de La Martinière. Merci Laurent Ventura de poursuivre en quelque sorte son œuvre philanthropique. Merci d'avoir écrit ce livre et continuer à parler de Lino Ventura qui le mérite largement. Merci à vous. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous on se retrouve demain, bien sûr, pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, à demain. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.